sécurité à l'ordre du jour au congrès de l'association des maires et un exemple dramatique d'actualité, la mort d'un couple de bijoutiers dans la région parisienne. Ultime réunion pour financer le déficit de l'assurance chômage, le gouvernement s'apprête à imposer par décret l'augmentation des cotisations. Le différend entre l'Élysée et le groupe socialiste à propos des généraux de l'OAS, tentative de conciliation en ce moment à l'hôtel Matignon. Et puis, élection blanche à l'Académie française, Bertrand Poirot-Delpech et Louis Pauwels renvoyés dos à dos. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sécurité, sécurité, le mot est dans toutes les bouches. Il y a eu pendant l'été la nomination d'un secrétaire d'État à la sécurité publique, à qui trop souvent on ne pensait que pour évoquer les problèmes de terrorisme. Mais il y a surtout pour tous les Français, en particulier les citadins, la sécurité quotidienne, la peur de la petite ou de la grande délinquance. Ainsi a choisi le roi cet après-midi cette manifestation de plusieurs centaines de commerçants pour marquer leur indignation après le meurtre d'un couple de bijoutiers. Plusieurs centaines de commerçants de Choisy-le-Roi ont manifesté cet après-midi pour protester contre la recrudescence des agressions dont ils sont victimes. On sait maintenant que le meurtrier des deux bijoutiers était seul. Armé d'un revolver, il a fait irruption dans le magasin. Il a tiré sur le bijoutier qui tentait de se défendre, puis sur son épouse qui se portait à son secours. La police l'a interpellé, blessé, à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Depuis le début de l'année, 6 bijoutiers ont été tués lors d'attaques à main armée. En moyenne, un bijoutier sur 3 a été attaqué au moins une fois. Les professionnels demandent des mesures. Ça peut se faire au niveau des professionnels qui se protègent de mieux en mieux et, disons, au prix d'énormes efforts financiers. Le deuxième point, c'est un problème de répression qui se situe au niveau de la police. Malheureusement, elle n'a pas toujours les moyens en hommes et en matériel. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'il faut développer Il faut augmenter les effectifs de police, il faut multiplier les îlotiers et les UMS tels que nous les connaissons dans Paris. Il faut absolument que les moyens techniques soient les plus élaborés possibles de façon à avoir des interventions immédiates. Problème d'effectifs, mais aussi de locaux. À Choisy-le-Roi, justement, le commissariat est installé dans la sacristie de la cathédrale. Pour le maire, la lutte contre l'insécurité doit prendre en compte toutes les données du problème. L'insécurité se manifeste, comme dans toutes les communes, par la petite délinquance qui commence et après par une criminalité qui augmente, bien sûr. Encore que, à mon avis, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer parce qu'il y a ce qu'on appelle la première délinquance et il faut remédier à cette première délinquance. L'insécurité, la délinquance n'est pas simplement une affaire de justice et une affaire de police. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Vous savez, je suis bien placé. Depuis 1973, nous avons mis à la disposition du ministère de l'Intérieur un terrain pour construire un nouveau commissariat. Ça fait 9 ans. Alors justement, il se trouve qu'au congrès de l'Association des maires de France, qui va se clore demain, on a évoqué aujourd'hui ces problèmes de sécurité. Les congressistes ont entendu le directeur de la gendarmerie, le secrétaire d'État, Joseph Franceschi, et le maire de Grenoble, Hubert Dubedou, rapporteur de la commission chargée d'examiner ces problèmes. Et c'est à Grenoble, précisément, que Jérôme Camilly et André Saurat se sont rendus pour enquêter sur une expérience bien intéressante de lutte contre la délinquance juvénile. Avec ses 160 000 habitants, Grenoble est une ville dont on a beaucoup parlé. Quelques récentes affaires ont créé un climat qui fait dire à bon nombre de Grenoblois que la sécurité passe d'abord par la police. La municipalité, elle, a recherché des formules originales. Une centaine d'animateurs, d'éducateurs de prévention tentent de résoudre ce qui semble être le problème de bon nombre de grandes villes, la délinquance juvénile. La police doit être là, car elle a son rôle à jouer, mais tout ne doit pas être réglé par la police, car nous considérons aussi que les adultes ont leur responsabilité à prendre dans le problème de la sécurité. Pourquoi ils ne les prennent pas, leur responsabilité? Nous considérons aujourd'hui que beaucoup d'adultes démissionnent devant ce problème-là et préfèrent l'opposer à d'autres instances, soit à la police, soit à la collectivité locale. Des cités nouvelles ont poussé dans la périphérie de Grenoble, quartier Mistral ou la Ville Neuve. Là ont été implantées des maisons de la culture, des centres sociaux et des animateurs de quartier tentent de faire communiquer ensemble les communautés pour réduire l'incompréhension. On ne devrait pas normalement avoir à parler de sécurité tel qu'on en parle actuellement ici. C'est surtout au niveau des jeunes que le problème se pose. Est-ce que vous avez des problèmes de rodéo, des problèmes de quel genre de problème?
Disons que essentiellement tous les problèmes qui sont liés à ce type de quartier, c'est-à-dire des vols de bagnoles, des vols dans les bagnoles, des effractions d'appartements. C'est en règle générale quoi, de la délinquance juvénile? Ouais. Pas seulement. Ici sur le quartier, en général, si. Disons directement sur le quartier, oui. L'année dernière, il y a eu un petit événement qui s'est passé, disons qui s'est terminé cet été par 3 décès de morts violentes. Disons avec des jeunes qui dépendent déjà plus de la délinquance juvénile. Événement. Un accident de voiture, avec une voiture volée, simplement. Fuseau 12, Nicomède reçu, Marco plus 3. Ces jeunes que l'on appelle des délinquants sont généralement accusés de délits mineurs. 300 d'entre eux sont pris en charge par un établissement de l'éducation surveillée. Ils ont entre 16 et 18 ans, parmi eux un fort pourcentage d'enfants maghrébins. Avec les périphéries, oui d'accord. Qu'il y ait des problèmes avec les mineurs, ça n'est pas nouveau. Ça a toujours existé et je n'ai pas, à ma connaissance, vu depuis 1965, l'époque à laquelle l'éducation surveillée s'est implantée à Grenoble, je n'ai pas vu beaucoup plus de dossiers, sauf bien sûr au niveau des juges des enfants. Il y a une augmentation des dossiers, mais de dossiers de petites affaires, de petits actes de délinquance. Autrement dit, le mot d'insécurité ne vous plaît pas? Le mot d'insécurité, non, pas du tout. Et vous diriez quoi? Difficulté de vivre. À Grenoble, on recherche un équilibre en matière de sécurité. Ni augmentation, ni régression de la délinquance. La sécurité est difficile à maintenir, mais pour l'instant, la municipalité y parvient. Le financement du déficit de l'assurance chômage, c'est-à-dire de l'UNEDIC, il y aura donc un décret. C'est ce que vient de faire savoir le ministre des Affaires sociales, M. Bérégovoy, à l'occasion d'une suspension de séance pendant la réunion qui regroupait patronat, syndicats et gouvernement. Le gouvernement qui s'apprête donc à imposer par décret l'augmentation des cotisations. Des détails tout de suite avec Laurence Graffin. Laurence ? La question essentielle de la journée, c'était de savoir si le patronat accepterait une augmentation des cotisations de chômage. Une fois de plus, il a refusé. Ces cotisations vont quand même être augmentées, mais par décret du gouvernement. Pourtant, M. Bérégovoy avait remis sur la table ce matin un élément intéressant pour le patronat, la promesse d'alléger les charges sociales des entreprises. Seulement pour accepter d'augmenter les cotisations de chômage, le patronat voulait en savoir plus sur ces fameux allègements et le ministre a refusé d'en dire plus long, disant qu'il ne s'agissait pas là d'un marchandage. Ce n'est en effet que la semaine prochaine, vraisemblablement le 4 novembre, que le Premier ministre annoncera ces allègements. Ceci dit, il n'y a pas rupture. Une fois le problème des cotisations pris en main par le gouvernement, les négociations vont sans doute reprendre entre les syndicats et le patronat, car il y a beaucoup d'autres problèmes à régler, par exemple les économies à faire sur les prestations de chômage. Donc les discussions ont quand même avancé aujourd'hui, mais ce que cela pourra représenter pour les chômeurs, pour les salariés, pour les contribuables, eh bien il est encore trop tôt pour le dire. Voilà, d'autant que la réunion n'est toujours pas terminée. Des détails plus précis à 23h15. À l'approche de la fin de la phase dure du contrôle des prix, 25 engagements de lutte contre l'inflation, si vous voulez des contrats de modération, ont déjà été signés. Cela touche par exemple le prix des places de cinéma. Des négociations en ce moment intéressent la boulangerie ou d'autres secteurs. Confirmation de Pierre Mauroy il y a quelques minutes, le SMIC sera bien revalorisé le 1er décembre, d'un taux plus fort que la hausse des prix, mais pas de 4%. L'hypothèse d'évolution des prix et des salaires sur laquelle nous étions partis, a dit le Premier ministre, a été modifiée par le blocage. De son côté, Jean Auroux, le ministre du Travail, a dit que le gouvernement ferait tout pour se rapprocher le plus possible de ce qui a été promis. Autre préoccupation pour le Premier ministre, en ce moment même, essayer de concilier les desiderata de François Mitterrand qui voulait étendre la loi d'amnistie à tous, y compris aux généraux mêlés de très près aux événements de l'Algérie française, et puis les souhaits des députés socialistes qui s'y refusaient. Dans son bureau donc 3 hommes, Lionel Jospin, Jean Popren et Pierre Jox, 3 hommes on ne peut plus discrets, Daniel Brem. Oh oui, ils sont arrivés à 18h
en disant qu'ils avaient énormément de problèmes à traiter, dont les problèmes économiques, et pas forcément celui qui nous intéressait, nous. Et je crois qu'à leur sortie, ils seront aussi discrets qu'à leur rentrée, en respectant la consigne qui a été donnée dès mardi par le président du groupe, M. Jox, à savoir que tous les députés devaient mettre leur langue dans leur poche, car il s'agissait de ne pas alimenter les chroniques des journalistes qui ont exagérément gonflé une affaire qui n'est pas celle du siècle. Alors ils vont mettre leur langue dans leur poche, mais est-ce qu'ils vont rectifier leur vote ? Eh bien, écoutez, en ce qui concerne les rectifications, il y a eu 3 rectifications pour le moment sur 17. Mais ce que je voudrais dire, c'est que Claude Estier, qui a écrit dans l'unité d'aujourd'hui un papier optimiste, estime il dit « Je suis tout à fait persuadé qu'un accord sera trouvé qui respectera les engagements pris par le président de la République. Nous prenons tout simplement le temps de la réflexion. » Alors le problème, c'est que la formule n'est pas facile à trouver, car il s'agit de ne pas faire mentir le président de la République par rapport à ses engagements et de permettre au groupe de ne pas se déjuger. Et le temps presse tout de même un petit peu, car les sénateurs qui sont, vous le savez, en majorité d'opposition, se feront sans doute un malin plaisir de reprendre le premier texte du gouvernement, ce qui replongerait au moment du retour à l'Assemblée les socialistes dans l'embarras. Mais je crois que ce qu'il faut noter à travers ces péripéties, c'est le fait que le Parti socialiste et le groupe ne sont pas à l'aise à l'intérieur d'une constitution qu'ils n'ont pas adoptée. Et au fond, ils ont fait passer en premier lieu le problème moral, à savoir la non-réhabilitation des généraux putschistes, avant leur devoir envers le chef de l'État. Oui, précisons effectivement qu'il ne s'agit pas précisément d'une loi d'amnistie, mais d'une loi qui permet la reconstitution de carrière et la réintégration dans les cadres de réserve de ces généraux. Lionel Jospin, qui se prépare par ailleurs à rencontrer prochainement Georges Marchais, le premier secrétaire du PS, lui en avait fait la proposition. Paul Laurent, pour le Parti communiste, lui a répondu favorablement en l'absence de Georges Marchais, actuellement en Corée du Nord. Cette déclaration de Jacques Chirac dans le Figaro Magazine, l'échec de la politique actuelle peut poser un jour un grave problème au président de la République, mais il a tenu à rappeler qu'au terme de la Constitution, c'est à lui qu'il appartiendrait d'en tirer les conséquences. La hausse du dollar, à nouveau 7 francs 20, record égalé. Une protestation des syndicats de journalistes de l'audiovisuel, CGT, CFDT, Force ouvrière et SNJ, contre la prise de position de la haute autorité, donnant en partie raison à Jacques Chirac qui protestait contre un reportage de TF1, interprétation abusive de la loi, disent les journalistes. Et puis du côté d'Antenne 2, 2 nominations, la tête de notre rédaction, celle de Pierre Lescure, que vous connaissez bien puisqu'il présentait ce journal il y a quelques années et qu'il était jusqu'alors responsable d'une unité de programme sur la chaîne. Son adjoint sera Michel Toulouse. Hors de nos frontières maintenant, un point de polarisation, l'Espagne. L'Espagne qui vote aujourd'hui, ou plus précisément qui vient de voter. Le scrutin s'est clos il y a quelques minutes et le roi a souhaité s'abstenir. On a appris qu'aujourd'hui, les 22 extrémistes de droite arrêtés ces derniers jours à Madrid et à Valladolid devaient neutraliser des dirigeants politiques des partis de gauche lors de la tentative de coup d'État manqué au début du mois. Avec l'un de nos envoyés spéciaux, maintenant Bruno Albin, l'atmosphère dans un petit village qui votait aujourd'hui, loin de Madrid. À quelques kilomètres au nord de Madrid, Colmenar Viejo, une petite ville, moitié ville dortoir, moitié centre agricole. C'est sur la place du village que l'on a vécu cette journée d'élection. Une dernière discussion avant d'aller voter et aussi quelques propos échangés avec ceux qui viennent de glisser leur bulletin dans l'urne. À travers tout le pays, la journée s'est écoulée ainsi, pour près de 27 millions d'électeurs espagnols, une journée que beaucoup d'entre eux estiment décisive pour le pays. C'est notre avenir qui est en cause, affirme ce militaire en permission. Il faut, dit-il, que les choses s'arrangent. Et cet homme ajoute qu'il faut que ça marche mieux en Espagne, qu'on retrouve la paix. Pour assurer l'ordre, 130 000 membres des forces de sécurité ont été mobilisés à travers toute l'Espagne. Un déploiement d'effectifs à la mesure de la peur éprouvée par une majorité d'Espagnols redoutant un coup de force. Mais c'est avec sérénité que les électeurs ont pu se rendre aux urnes, et massivement. Ils devaient dire si l'Espagne choisit de vivre demain à l'heure d'une droite musclée, en plein essor, et qui est incarnée par l'Alliance populaire de Manuel Fraga,
ou si, comme le pensent les instituts de sondage, ce sont les socialistes de Felipe González qui vont l'emporter. À Colmenar Viejo, comme dans toutes les villes d'Espagne, les bureaux de vote ont été fermés à 20h, mais on ne connaîtra pas les premiers résultats significatifs du scrutin avant 22h. Cela dit, une première observation s'impose. Les Espagnols ont pu aujourd'hui voter dans le calme. Et c'est dans une certaine mesure un échec pour ceux, les ultras de l'armée, qui voulaient à tout prix essayer d'empêcher le bon déroulement de ces élections. Reste que si, comme tout porte à le croire, les socialistes gagnent les élections ce soir, la grande fête prévue dans toutes les villes d'Espagne pour célébrer cette victoire risque d'être plutôt animée. Voilà donc des informations sur les résultats seulement demain matin, en fait, dans le courant de la nuit. Irritation en Irlande, 24 heures après la mort de 3 soldats du contingent irlandais de la FINUL au sud Liban. On s'interroge sur l'utilité du maintien du contingent de l'ONU là-bas. Léonid Brejnev tape du poing sur la table et force la voix en s'adressant à Washington. Il a dénoncé la politique américaine en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, des propos tenus au Kremlin en présence, vous l'avez vu, des dirigeants de l'armée et de la marine de guerre. Propos donc en partie destinés à une utilisation intérieure, mais qui relancent la polémique Moscou-Washington. La fin de la grève des employés d'El Al, l'aéroport international de Tel Aviv a été rouvert ce matin au trafic, mais les dégâts ont été évalués à plusieurs centaines de milliers de dollars. Je vous rappelle que les employés sont très inquiets pour l'avenir de leur société que le gouvernement israélien entend liquider. Autre compagnie aérienne en crise en ce moment, British Airways. Le déficit s'est encore aggravé cette année. Et Mme Thatcher souhaite maintenant dénationaliser l'entreprise, c'est-à-dire une politique totalement inverse de ce qui se fait en ce moment en France. Je vous rappelle que les Anglais ont été déjà obligés d'abandonner la ligne Londres-Washington en Concorde. Une enquête de notre correspondant particulier Bernard. Margaret Thatcher a toujours eu une prédilection pour les remèdes de cheval et c'est bien une telle médecine qu'elle s'apprête à administrer à British Airways. Et il faut avouer que la compagnie britannique est aujourd'hui en bien fâcheuse posture puisqu'elle annonce pour cette année des pertes de l'ordre de 6 milliards de francs et une dette qui approche les 12 milliards. À l'origine, il y a bien sûr la crise commune au transport aérien en général, mais il y a aussi des raisons propres à la compagnie britannique. Les dirigeants de British Airways ont ainsi, semble-t-il, mal apprécié la situation au début des années 80. Ils ont, à cette époque, passé commande de nombreux appareils nouveaux qui sont aujourd'hui difficiles à rentabiliser. Dans le même temps, la compétitivité de la compagnie anglaise ne cessait de se dégrader. C'est le prix de ces erreurs que British Airways s'apprête maintenant à payer, à la mode du gouvernement britannique, c'est-à-dire que la compagnie sera dénationalisée et revendue au secteur privé. Cela dit, ce n'est pas tout à fait aussi simple qu'il y paraît, car British Airways doit apparaître comme une entreprise profitable pour attirer les capitaux privés. Il faut donc auparavant effacer le déficit, ça c'est le gouvernement qui s'en chargera avec l'argent du contribuable. Il faut aussi réduire les effectifs, c'est déjà commencé. Il y avait 59 000 employés en 1979, ils ne sont plus aujourd'hui que 41 000, ils seront 35 000 au début de l'année prochaine. Après ce traitement de choc, British Airways devrait refaire des bénéfices en 1983. C'est en tout cas le souhait du gouvernement qui semble prêt à y mettre le prix, même si certaines inconnues demeurent. Il faut encore au moins un minimum de 9 milliards de francs pour rendre British Airways attrayante pour les capitaux privés. Alors je pense que le gouvernement va maintenant expliquer aux contribuables appelés à payer que c'est la dernière fois, même si c'est un peu choquant pour lui de payer pour une privatisation. Au moins après cela, la compagnie devra se débrouiller par elle-même pour assurer sa rentabilité. C'est en tout cas l'argument utilisé par le gouvernement. C'est effectivement la seule vraie question. La British Airways pourra-t-elle longtemps se passer de l'aide de l'État sur un marché devenu très difficile? Un marché sur lequel les compagnies ne savent plus quoi inventer pour attirer une clientèle de plus en plus dispersée, et alors que la bataille fait rage au sein même des lignes intérieures britanniques. L'affaire du Coral, mise en liberté sous contrôle judiciaire de l'un des inculpés, le docteur Chiapello. Et puis le procès Periaoche, tout à l'heure, réquisitoire contre le jeune gitan accusé du meurtre de 2 fillettes, réclusion criminelle à perpétuité. Compte rendu d'audience Claude Serge. On avait allumé les lumières, il faisait chaud, il faisait sombre dans la salle d'assises et depuis plus de 2 heures, l'avocat général prononçait son réquisitoire.
Périoche se plaît dans le décor du tragique imaginaire. Périoche, depuis longtemps, son comportement le préparait à ce drame. Périoche a avoué. Il s'est prêté sans réticence à la reconstitution. Périoche veut nous faire croire qu'il est un type bizarre parce qu'il aime les sciences occultes. Mais tout accuse Périoche de la mort de ses 2 enfants. Et la sanction, en relation avec cela, depuis l'abolition de la peine de mort, c'est la réclusion à perpétuité. Cela paraissait logique il y a plus de 3 ans, en effet, au lendemain de la mort horrible des 2 fillettes. Pour l'homme de la rue, l'affaire ne faisait pas de doute dans la banlieue lyonnaise, c'était bien Périoche le coupable. Oui, mais cet après-midi, ses défenseurs ont plaidé le doute et demandé l'acquittement. L'acquittement parce que les preuves ne sont pas, disent-ils, suffisantes. Et Maître Castelli de dire « Il est possible que Périoche ne dise que des histoires, chez lui on ne peut trancher entre la réalité et le mensonge et l'imaginaire ». Un avocat plaidant pour l'une des familles des victimes, Maître François Lafongue, avait bien raison, je crois, de résumer ainsi ce procès. Allez-vous condamner un innocent? Allez-vous laisser filer un assassin? Allez-vous condamner un homme dont l'état mental est proche de la folie? Là se trouve sans doute le choix de justice des jurés de Lyon. Verdict tard dans la soirée. Les travaux de l'Assemblée plénière de l'épiscopat français, nouvelle condamnation sans appel de la légalisation de l'avortement et de son remboursement. Jean-Claude Darigo. Depuis 2 jours, la presse s'attendait de la part des évêques à un texte musclé concernant l'avortement et surtout son remboursement par la collectivité. Ce soir, les évêques ont parlé et ils l'ont fait avec gravité et une rare violence. Jugez-en. L'avortement est une œuvre de mort. Il est présenté et traité comme un acte de santé, son remboursement comme un acte de justice. C'est une contradiction majeure dans la vie et le droit de la nation. Le financement pose un problème de conscience. Il rend désormais complices, malgré eux, ceux qui, à juste titre, réprouvent l'avortement. Une société qui met sur le même pied la mort et la vie de ses enfants s'engage dans un processus suicidaire. Une culpabilité que l'on s'efforce de nier ressurgira tôt ou tard en violence ou en désespérance. Et enfin, un État qui, au nom de la solidarité, entraîne les citoyens dans la violation des droits de l'homme, prend le risque de provoquer des cassures profondes dans le pays. Monseigneur, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un texte aussi fort, aussi dur. C'est vrai que le texte est fort et il veut l'être, vous voyez, parce qu'on a conscience d'une espèce de dégradation de la situation. Une loi qui a été votée pour des situations de détresse se met à fonctionner trop souvent pour des affaires de convenance, tout en sachant très bien combien c'est un drame pour quantité de femmes. Et puis ensuite, les clauses quelque peu restrictives, je pense à l'objection, la clause de conscience réservée aux malades et puis aux médecins et au personnel soignant. Ces clauses-là sont menacées par l'obligation faite aux hôpitaux de pratiquer les avortements. Et maintenant, c'est tous les citoyens qui sont invités, à qui on impose de financer l'avortement. Beaucoup d'entre eux refusent en se disant mais ce n'est pas possible, nous sommes, oui, complices, nous participons à un acte que nous réprouvons et qui est grave. Alors est-ce que vous avez proposé des solutions extrêmes? Certains ont parlé de grève de l'impôt. Non, il ne s'agit absolument pas de croisade. Vous voyez, d'abord c'est pas à nous, aux évêques, de prendre la décision qui revient aux citoyens, à chaque personne. Mais nous voulons souligner là et tirer un signal d'alarme. Il est certain qu'il y a des risques considérables de fractures au sein de la nation. Les évêques qui, toujours à Lourdes, par ailleurs, ont lancé un appel aux catholiques. Nos prêtres n'ont pas assez d'argent et vivent trop mal, ont-ils dit en gros. Un témoignage, celui d'un prêtre du Loir-et-Cher, recueilli par Dominique Thiers et Gilles Deblair. Le prêtre du petit village de Fossé dans le Loir-et-Cher. C'est pas mal. Il arrive. Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Je suis en retard. Ça va. C'est pas grave. Tous les mardis midi, le couvert de Georges Quettel est posé sur cette table, chez un jeune couple du village, et le soir, il sait qu'il a toujours une assiette pour lui, dans une autre famille. Georges Quettel a 60 ans. Ordonné prêtre il y a 3 ans, il s'occupe de 5 paroisses. Une nouvelle vie pleine de tracas s'il n'y avait la solidarité de quelques amis. Une vie, pourtant, dont il ne se plaint pas. Je suis un prêtre très heureux. Très, très heureux. Les problèmes matériels, ils prennent beaucoup de place, c'est vrai, parce qu'on y est tous les jours confronté. C'est une réalité quotidienne. Mais comme je dis toujours, j'ai fait un choix. Comme revenu, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1000 francs par mois. Ce que l'évêché me donne, à cela il faut ajouter les offrandes de messe,
Ça me fait environ 1100 ou 1200 francs par mois. Et aussi, il y a des petites choses en plus, c'est le panier du presbytère. À chaque village, il y a des gens qui ont dit on va aider les prêtres à vivre le mieux possible, et ils se sont engagés à verser à leur tour une petite aube ou un petit panier de victuailles. Mais vous savez, tout le monde, tous ceux qui se sont engagés à le faire ne le font pas toujours. Et ceux qui le font selon leurs moyens. Il m'arrive d'avoir 10 francs dans une semaine, ou 20 francs, ou 50 francs, ou 100 francs, ça arrive. Il m'est même arrivé d'avoir 200 francs. Ce sont des moments fastes. Les gens ne se rendent pas compte des difficultés que nous vivons. Ils pensent encore que l'Église est riche, qu'on a des moyens. C'est sa petite fortune personnelle qui lui permet d'entreprendre les travaux dans son église. Mais le montant des factures dépasse rapidement l'argent qu'il avait réussi à mettre de côté avant d'être prêtre. Il frappe alors à la porte de la commune, mais il faut entre-temps payer le chauffage, l'électricité, les impôts locaux du presbytère. Et pour cela, il n'y a que la quête du dimanche et les comptes sont vite faits. Les gens ne pensent pas que quand ils mettent un franc à la quête, c'est terrible pour le prêtre. Car avec un franc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut oser maintenant donner un franc de pourboire à quelqu'un sans ne pas le respecter? Voilà, le sens, il y a une union, une communion totale entre le sacrifice spirituel à l'autel et le sacrifice matériel qui devrait avoir lieu chez les chrétiens. Mais je ne peux pas les provoquer là-dessus. C'est difficile, c'est délicat. Moi aussi, je dois les respecter. Qu'est-ce qu'on fait quand on a 10 francs dans la poche et quand on est prêtre? Quand on a 10 francs dans la poche et quand on est prêtre, eh bien, on essaie d'en dépenser le moins possible. Et si quelqu'un frappe à la porte, lui donner un petit morceau de ce billet de 10 francs. Élection blanche tout à l'heure à l'Académie française, une élection sans doute trop vite transformée en un duel Le Figaro-Le Monde. On a peut-être tout simplement oublié les hommes, les auteurs, en l'occurrence Louis Pauwels et Bertrand Poirot-Delpech. Eh bien, les académiciens les ont renvoyés dos à dos. Le chroniqueur du Monde était le mieux parti au premier tour, mais au troisième tour, le directeur du Figaro Magazine le coiffait d'une voix et de toute façon, ce n'était pas assez pour être élu. Mesdames et des messieurs, mais je ne vois que des lampes. Alors, résultat de l'élection. Nous avons procédé à 3 tours de scrutin. Il y avait 34 votants. Alors, monsieur Pauwels, 15 voix, monsieur Poirot-Delpech, 14 voix, et Croix, 5. La majorité était à 18. On demande s'il y a une nouvelle élection. Bien sûr, il y aura une nouvelle élection, mais l'Académie statuera là-dessus dans quelques temps. Elle décidera à quelle date l'élection aura lieu. Est-ce que c'est la personnalité des deux candidats qui est en cause, ou bien alors n'avez-vous pas voulu trancher dans un débat politique? Non, je ne crois pas qu'il y ait une volonté d'écarter nominativement un des candidats. Les deux candidats peuvent parfaitement reparaître dans un scrutin et y reparaître très honorablement. Je crois que l'Académie, aujourd'hui, a estimé qu'elle n'avait pas de motif suffisant de choisir l'un ou l'autre. Je crois, je vous dis un peu plus que je ne devrais vous dire, mais je crois qu'il y aurait peut-être intérêt à chercher maintenant, pour la prochaine fois, d'autres candidats, quitte à reprendre plus tard un des deux candidats qui ont échoué aujourd'hui. Voilà pour le couplet de l'Académie. Du côté du quartet, maintenant, il fallait jouer le 21, le 9, le 5. Hélas, dans l'ordre, vous le voyez, cela vous rapporte 84 000 francs et des poussières. Et dans un ordre différent, plus de 5 000 francs, toujours pour 5 francs. Avec Alain Gillot-Pétret maintenant, la météo pour demain. Eh bien, je vous annonce un soleil de lait, c'est-à-dire un soleil derrière ou devant le brouillard. Regardez, c'est assez drôle, la photo satellite est parlante pour cela. Vous voyez la France? Pas de nuages, sauf ici, sur la région parisienne, la conurbation de Lille, ce qui fait à peu près 15 millions de personnes. Il faisait beau partout, sauf là, c'est vraiment pas de chance. Alors pour demain, cela va continuer. Du brouillard le matin, en toute région, sauf sur la Méditerranée et les Alpes, mais l'après-midi, de belles éclaircies, sauf bien entendu brouillard persistant.
C'est le même type de temps pour samedi et pour dimanche et peut-être même lundi. Les températures, quant à elles, sont sans changement. 14 degrés minimum dans le nord et le nord-est du pays, 20 degrés maximum sur la Méditerranée. C'est, ma foi, très doux, sauf, bien entendu, si le brouillard persiste. Dans ce cas, vous retirez 3 à 4 degrés. Demain, c'est le vendredi 29 octobre, 3 minutes de soleil en moins, levé 7h34, couché 17h35, et c'est la Saint-Narcisse. Mais je n'ai pas fini, car parlons dès à présent, si vous le voulez bien, des départs et des retours de la Toussaint. Vous savez que là, c'est bison futé. La Toussaint prolonge un week-end, correspond à la fin des vacances, toutes zones scolaires confondues, et bien sûr, entraîne de grands déplacements pour fleurir les tombes. Résultat, 5 800 000 personnes sur la route, dans 1 800 000 véhicules et 300 km de moyenne. Les conseils de bison futé, d'abord les départs de demain. Sur une diapositive, départ de vendredi 29 octobre, ne partez pas entre 15h et 21h aux portes de Paris, ce sera bouché. Les retours de lundi maintenant, le jour le plus noir de l'année, ne revenez pas sur Paris entre 15h et 24h, tout sera bouché. Et bien entendu, soyez prudents compte tenu du brouillard, attention au carambolage, respectez les distances entre les voitures. Voilà, en tout cas vous pouvez rester à regarder la télévision. À 23h15, Hervé Claude, et demain à 12h45, Philippe Labro. Je vous retrouverai à 20h. Bonne soirée à tous.